est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. Opération de sécurisation. La sûreté urbaine de Dakar procède à l'interpellation de 174 individus et saisit plusieurs kilos de chanvre indien. L'opération s'est déroulée la nuit dernière. Retour là-dessus en début de journal. 100 tonnes de sardinelles immatures saisies à Rufisque, une prise d'une valeur de 15 millions de francs CFA, résultat d'une collaboration entre les différents services de pêche de la région. Les poissons ont été incinérés hier, jeudi. La situation des pêcheurs sénégalais en Mauritanie ne s'améliore pas. Depuis plus d'une semaine, 3000 pirogues sont immobilisées. Les autorités mauritaniennes ont interdit aux pêcheurs sénégalais de naviguer sur leur territoire maritime. Dans la région de Saint-Louis, on sollicite l'intervention du chef de l'État. Vers la dématérialisation et la déconcentration du processus d'évaluation des agents de l'État, ce vendredi, le ministre Viviane Bampassi a effectué une visite des travaux des commissions administratives paritaires. À l'ère du numérique, elle assure que l'administration doit se tourner vers les nouvelles technologies. Chaque vendredi, la rédaction vous propose de suivre la chronique du JT. Sur le continent africain, si les institutions restent, c'est également le cas de certains présidents et leaders politiques qui s'éternisent au pouvoir. Hier jeudi, le plus vieil opposant congolais s'est éteint. Étienne Tshisekedi est resté chef de l'opposition jusqu'à sa mort à l'âge de 84 ans. Pas de retraite pour de nombreux politiques en Afrique, c'est le sujet de la chronique de ce soir. Ce soir, l'invité du 20h est le secrétaire exécutif du CODESRIA, le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique fête ses 44 années d'existence. Un entretien avec Mamoudou Ibrakan que vous pourrez suivre juste après cette édition. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. 174 interpellations, plusieurs kilos de chanvre indien saisis. C'est le résultat d'une opération de sécurisation menée par la sûreté urbaine de Dakar. Dans la nuit du 2 au 3 février, la police a fouillé plusieurs lieux de la corniche Est, de la corniche Ouest et du marché Sandaga. Les forces de l'ordre ont tenu une conférence de presse ce vendredi, compte rendu avec Dissa Prera et Younous Diatta. Cela fait 16 ans que le mouvement des entreprises du Sénégal... Veuillez nous excuser pour ce problème technique. On passe à toute autre chose, ou bien non, apparemment le compte-rendu de cette conférence de presse est prête, donc on la suit, elle est signée Dissa Prera et Younous Diatta. Agressions signalées dans certaines zones de Dakar, la police a lancé une opération de sécurisation dans différents points. Au total, une centaine d'individus interpellés pour divers délits et de la drogue saisie. Au terme donc de cette opération, nous avons eu un total de 174 interpellés, autant pour moi, composé de 119 VI, 119 personnes interpellées pour vérification d'identité, 4 pour détention et trafic de chanvre indien, 6 pour détention de chanvre indien, 3 autres pour détention et usage de chanvre indien, 35 pour vagabondage, 1 pour attentat à la pudeur, 1 cas d'IPM et 1 pour détention d'armes blanches. Une quantité de drogue de 2 kg de chanvre indien a été saisie, suivie de 5 cornets et des résidus. Une opération qui a porté ses fruits grâce au concours et à la collaboration de plusieurs départements de services de la police. Donc c'est une opération qui a mobilisé la sûreté urbaine de Dakar, les commissariats situés le long du littoral, de la corniche Est à la corniche Ouest, avec un renfort de la division des investigations criminelles, un autre venant de la BIP et un autre venant de l'Ocortis, sans compter les GMI
donc, qui nous ont permis en tout cas d'engranger ces résultats que nous jugeons satisfaisants, en tout cas par rapport aux objectifs que nous étions fixés au départ. Des opérations similaires, la police nationale va encore y procéder. Objectif, faire en sorte que les bandits se terrent et que la population vaque avec sécurité à ses occupations. Je vous l'annonçais en titre, incinération à Rufisque de plus de 100 tonnes de sardinelles immatures saisies par les services de pêche de la localité en collaboration avec celui de Pikine et de la région de Dakar. Une saisie estimée à 15 millions de francs CFA. La destruction a eu lieu hier jeudi dans la soirée. Écoutons à ce propos le chef de service départemental de pêche de Rufisque. Ces propos sont recueillis par Ousseynou Thiam et Biradiagne. Après une opération de saisie sur le terrain au niveau du département de Rufisque et de Pikine, donc nous procédons aujourd'hui à l'incinération des produits saisis. Donc la quantité est estimée à environ 100 tonnes de produits pour une valeur peut-être commerciale de 15 millions. Parce que c'est des juvéniles communément appelés youths, donc qui sont non réglementaires. Et on a saisi ça sur différents sites, donc au niveau du site de Bata, au niveau du Cap des Biches, au niveau de Sendou, donc le site de Khelkom à Bargny. Nous avons procédé avec donc, la gendarmerie de l'environnement, donc nous avons travaillé ensemble. Donc, et sur ces différents sites des deux départements, nous avons saisi à peu près 100 tonnes de produits de juvéniles. Il faudrait qu'au moins laisser la sardinelle atteindre 18 cm. Mais les produits que nous avons saisis sont des tailles plus ou moins de 10 à 8 cm, voire peut-être 12 cm au maximum. Et puis, démarrage ce vendredi d'une grève de 3 jours au marché aux poissons central de Pikine afin de négocier avec les marailleurs grévistes. Une délégation s'est rendue sur place. Elle était composée de l'adjoint au préfet de Pikine, du représentant du Premier ministre et du ministre de la Pêche. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Direction la Mauritanie où depuis plus d'une semaine, 3000 pirogues sénégalaises sont immobilisées. Les autorités mauritaniennes ont également interdit aux pêcheurs sénégalais de naviguer sur leur territoire maritime. Dans la région de Saint-Louis, dans le village de Guettard, l'association des pêcheurs hausse le ton et demande l'intervention du chef de l'État. Écoutons leur porte-parole. Ces propos sont recueillis par nos correspondants dans la zone, Ousseynou Diop et Habib Sek. Les pirogues sont stationnées en haute mer avec des garçons de moins de 10 ans ou de 15 ans au maximum qui sont les gardiens de ces pirogues. Mais nous n'arrivons pas à les ravitailler parce que les gardes-côtes mauritaniens nous refusent l'accès de la mer. Donc, le premier point, c'est de permettre à ces jeunes de manger 3 fois par jour, donc de lever le blocus. Ensuite, il y a plus de 3000 pirogues des pêcheurs qui sont là-bas, affrétés par des opérateurs mauritaniens qui travaillent pour le compte de ces Mauritaniens. Donc la plus-value revient en tout cas à la Mauritanie. Mais malheureusement, depuis une semaine, il leur est interdit de prendre la mer. Pour quelle raison? Franchement, nous ne saurons le dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en train d'être fatigués, d'être mis dans des conditions extrêmement difficiles. Maintenant, nous en appelons aux plus hautes autorités des deux pays, en l'occurrence, pour le Sénégal, le président Macky Sall, pour la Mauritanie, le président Abdoul Aziz, pour que enfin ce différend qui persiste entre le Sénégal et la Mauritanie soit définitivement réglé. La nuit dernière, un drame est survenu à Ngouriki, village de la commune de Boulal, dans le département de Linguère. Un jeune berger a asséné un coup mortel à un autre berger âgé de 22 ans suite à une dispute. Le corps sans vie de la victime est actuellement à la morgue de l'hôpital de Dara. Le meurtrier a été arrêté par la gendarmerie qui a ouvert une enquête. Une information de notre correspondant à Linguère, Modoumbaye.
Le ministre de la fonction publique, de la rationalisation des effectifs et du renouveau du service public vers la dématérialisation et la déconcentration du processus d'évaluation des agents de l'État. Selon Viviane Bampassi, nous sommes aujourd'hui dans l'ère du numérique. Il est donc important pour l'administration sénégalaise d'utiliser les nouvelles technologies. Elle s'exprimait au terme d'une visite des travaux des commissions administratives paritaires. Aïssatou Paye et Mohamed Dien l'ont suivi. Reportage. Terminer la procédure du système d'évaluation des commissions d'avancement 2017. La visite de la ministre de la fonction publique a permis de redéfinir les ambitions. Le système d'évaluation déjà, il est important qu'on se pose des questions. Pourquoi à l'arrivée nous avons tous des agents qui ont 19,99? Cela veut dire qu'il faut que nous sommes interpellés, et gouvernants et partis syndicales, pour avoir une évaluation plus objective de l'agent. Nous avons voulu dans le passé rompre avec le système, mais on est retombé dans les mêmes travers. Il faut qu'on se pose des questions, qu'on adresse ces questions-là et qu'ensemble qu'on y apporte les réponses les plus pertinentes. Donc nous devons aussi aller vers une dématérialisation du processus. Nous avons entamé au niveau du ministère en charge de la fonction publique une dématérialisation de la gestion des agents de l'État. Nous pensons que le processus des CAPCD doit également être pris en charge pour avoir plus de performance dans le traitement. Objectivité, le mot d'ordre pour promouvoir la performance des agents. Moi, à chaque fois que je vois une note 20 de Manania Langui, seul Dieu est parfait. Et 20, c'est parfait. Donc, il y a du subjectivisme. Donc, il faut qu'on objectifie les notes. D'autant plus qu'il y a des rubriques qui sont déclinées dans la fiche de notation. Il faut qu'on les respecte. Quand quelqu'un doit être assidu, doit être ponctuel, doit faire partie des animateurs du groupe. Mais c'est des notes. C'est des notes chiffrées qu'il faut attribuer à l'enseignant. Au finish, quand tu arrives au total, tu pourras avoir la note effective sans subjectivisme. Pour rappel, la commission administrative paritaire, un moyen mis à la disposition de l'administration pour apprécier au mieux le professionnalisme et le mérite. Élection de représentativité syndicale. En ce qui concerne les syndicats d'enseignants, la date de l'élection est fixée au 26 avril prochain. Pour les centrales syndicales, ce sera le 11 mai 2017. D'après le ministre du Travail, à l'issue de ces élections, l'État aura en face de lui les véritables représentants des travailleurs habilités à négocier et à signer des accords au nom des syndicats. Écoutons le ministre du Travail, Mansour Sy. Ces propos sont recueillis par Ibou Diouf et Younous Diatta. Je pense que nous avons, en relation avec les partenaires sociaux, adopté 2 dates importantes pour les élections de représentativité. Et ce sont des dates consensuelles. Les élections de représentativité pour les centrales syndicales vont se dérouler le 11 mai 2017. Et celles pour les syndicats dans le secteur de l'éducation le 26 avril. Il faut dire que nous y sommes arrivés après une démarche inclusive qui a permis d'abord au gouvernement de préparer un avant-projet d'arrêté organisant ces élections, de le soumettre aux partenaires sociaux. Ce qui fait qu'à 2 reprises, nous avons discuté avec les centrales et aussi bien avec les syndicats d'enseignants pour prendre leurs amendements. L'objectif visé est de désigner les syndicats les plus représentatifs. D'abord, dans chacun des 3 piliers qui ont été identifiés, quels vont être les syndicats qui vont discuter avec le ministère de l'Éducation nationale, la fonction publique, qui vont représenter les enseignants dans les commissions d'avancement, dans les commissions de titularisation. Bref, on va aussi savoir quelles sont les centrales syndicales qui vont venir siéger. Ça va permettre de rationaliser le dialogue social, parce qu'on aura un nombre de centrales syndicales et de partenaires à la portée qui nous permettra de discuter et de trouver les meilleures solutions.
Une situation a priori normale, pourtant très rare depuis quelques années au Sénégal. Après une année scolaire 2015-2016 perturbée par de nombreuses grèves d'enseignants, l'année en cours n'a pour l'instant pas été interrompue. La rédaction est partie à la rencontre d'élèves mais également d'enseignants. Pour ces derniers, la situation peut toujours basculer. Si l'État du Sénégal ne respecte pas ses engagements, de nouvelles grèves sont à envisager. Réaction dans ce reportage signé Pape Faraning et Younous Diatta. Des images rares en de pareilles périodes d'année scolaire. Des élèves sont en plein dans les préparatifs des compositions, certains dans la cour pour réviser, d'autres s'adonnent au jeu. Plus d'une décennie, les élèves de l'école publique sénégalaise continuent à vivre le calvaire, surtout les élèves en classe d'examen. Ils se réjouissent de cette accalmie. Nous en sommes très ravis même. On a constaté qu'il n'y a pas beaucoup de grèves, donc nous ne pouvons qu'en profiter. Cette année, il n'y a pas de grève, on l'a bien constaté. On prie que pour que ça dure parce qu'avec cela, on pourra terminer notre programme de cette année. Peut-être les enseignants sont fatigués, chaque année ils vont en grève et souvent les revendications ne sont pas satisfaites ou bien peut-être sont satisfaites à moitié. Bon, peut-être qu'ils veulent trouver d'autres formules. Nous, en tout cas, nous faisons tout pour qu'il n'y ait pas de grève. Très en avance sur le programme, enseignants et élèves du CM El Hadji Mamadou Ndiaye préparent activement les compositions du premier semestre. 3-4 jours de composition qui commencent effectivement le lundi prochain. Et jusque-là, nous touchons du bois, mais tout se déroule le plus normalement possible. Parce que tous les professeurs y ont mis de l'heure, alors on est tous là prêts, ils nous ont préparé et on prépare bien les compositions. Cette année-ci, puisqu'il y a absence de grève, nous avons bien déroulé nos études sans aucune perturbation, donc tout s'est déroulé pour le mieux. Mais cette situation peut changer à tout moment si l'État ne respecte pas ses engagements. Jamais nous arrivons à la fin du mois de février que le gouvernement n'essaie pas, un temps soit peu, de respecter son engagement vis-à-vis des enseignants et par rapport au délai qui a été prescrit, là on ne pourra absolument rien vous garantir. Avec cette accalmie, les élèves invitent l'État et les enseignants à œuvrer pour la bonne marche de l'école. Ils ne veulent plus vivre de perturbations, surtout cette année. Alors qu'il présidait la grande rentrée citoyenne, le chef de l'État Macky Sall est revenu sur ses ambitions présidentielles qui se seraient manifestées alors qu'il était président de l'Assemblée nationale. Pour le chef de l'État, il n'a jamais été obnubilé par le pouvoir, à la différence de nombreux politiques qui veulent coûte que coûte accéder à la magistrature suprême. Des propos qui font du côté de l'opposition polémique. L'analyste politique Momar Seyni Ndiaye, lui, se dit plutôt davantage gêné par l'absence de vocation de l'actuel chef de l'État. Sa réaction dans ce reportage signé Alassane Ba et Ababacar Camara. Moi, je n'ai pas, en tant que jeune, pour ambition d'être président de la République, honnêtement. Même en tant qu'homme politique, cette ambition ne m'a animé qu'à l'Assemblée nationale lorsque on m'a imposé un combat. Ces propos du président Macky Sall, analysés ici par Momar Seyni Ndiaye, le journaliste, émet des réserves sur l'absence de vocation. Quand il dit effectivement que ce sont plus ou moins les circonstances qui l'ont amené à être président, mais qu'il ne le voulait pas au départ. C'est vrai qu'il y a un adage qui dit que l'empêchement crée l'art, mais en réalité, effectivement, pour être un président de la République, il faut le vouloir, il faut en avoir de la vocation, il faut en avoir le destin, certes, mais il faut en avoir de la vocation, il faut le vouloir. Je sonne l'exemple de François Mitterrand, je pense à Mandela, je pense à d'autres chefs d'État qui en ont fait véritablement une vocation. Si on est président par hasard, on risque de gouverner par hasard, chose qui est sûre. Mais pour ce qui est du président Macky Sall, l'analyste politique voit en lui les qualités d'un chef d'État, vu son parcours. Il a été d'abord directeur général d'une société publique, ministre plusieurs fois, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Donc il a eu l'incubation nécessaire pour s'imprégner dans les rouages de l'État, comprendre ce qu'est la fonction présidentielle, et il était quand même très proche du président Wade, dont il était même le directeur de campagne.
Je pense que toutes ces expériences-là, en un laps de temps de 8 ans, lui ont quand même permis de se consolider, de se carapacer, de prendre l'étoffe d'un chef d'État. Et c'est ce qu'il est aujourd'hui en train d'incarner. Maintenant, avoir de l'expérience ne vous met pas à l'abri d'erreurs de jugement, d'erreurs de gouvernance. Une technique de formation d'un leader à un public constitué de futurs leaders. Le journaliste salue la manière, un cadre idéal pour parler de son parcours, celui d'un homme qui n'avait pas choisi d'être président de la République. Chaque semaine, une commune nouvelle, une opération lancée par le mouvement Feke Machibole dans le Balantakunda. Une rencontre a été tenue. L'objectif, la réélection du président Macky Sall en 2019, mais également la sensibilisation des populations sur l'importance de s'inscrire sur les listes électorales. Le sujet de l'immigration clandestine a également été abordé, un phénomène qui touche particulièrement cette zone du sud du pays. Bakary Konté et Salah Samb. Cette rencontre a eu lieu dans la commune de Goudomp. L'objectif visé est de sensibiliser les militants à s'inscrire massivement sur les listes électorales, mais aussi massifier le mouvement Feke Machibole dans la région de Sédhiou. L'objectif de cette rencontre, c'est pour pouvoir massifier le parti derrière le président de la République pour sa réélection en 2019. Si on veut vraiment que le parti aille et qu'on puisse gagner, il faut qu'on travaille la main dans la main. Et moi, j'invite mes camarades politiques pour qu'on puisse travailler la main dans la main. Le Balantakunda est très touché par le fléau de l'immigration clandestine. Feke Machibole demande au président Youssou Ndour et au président Macky Sall d'aider les jeunes de cette région. On est dans une zone d'insécurité. Il y a la rébellion. Vous connaissez plus que moi. Voilà. Et l'État connaît plus que moi. Ils ont intérêt à vraiment pouvoir accompagner la jeunesse. Et une jeunesse qui souffre terriblement. Terriblement. Parce que moi, je suis un jeune entrepreneur, je sais ce qui se passe dans le département. Et ça, je peux le confirmer. On sait ce que Youssou a fait. Il a fait des choses concrètes dans notre pays, dans le Sénégal. Et pourquoi pas ici dans notre département et surtout dans notre région. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on est derrière Youssou Ndour et on compte sur Youssou Ndour pour que notre département puisse aller en avant. Dans la région de Sédhiou, Feke Machibole a entamé l'opération chaque semaine une commune pour la réélection de Macky Sall en 2019, mais aussi pour gagner les prochaines élections législatives à venir. Arrêt du service de radiothérapie à l'hôpital Aristide Le Dantec, une situation prévisible d'après l'association SOS Consommateurs. Son président, Maître Massor Nakan, invite l'État du Sénégal à revoir la politique des appels d'offres et de la prise en charge des malades du cancer. Sa réaction dans ce reportage de Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. La radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec en panne, des fonds mobilisés, un appel d'offres lancé, des procédures en cours, SOS Consommateurs déplore. Selon l'organisation, il ne fallait pas en arriver là. Il y a eu plusieurs pannes, on a réparé. Et il y a longtemps qu'on aurait dû commander un appareil neuf. D'une autre génération sur le plan technique, parce que l'autre était dépassé. Et la direction de l'hôpital a attiré l'attention depuis plusieurs mois, parce que moi je suis membre du conseil d'administration de l'hôpital au titre des usagers. Les appels d'offres, il faut revoir ces procédures pour en faire des procédures d'urgence. C'est ce qui est arrivé également pour Dalal Diam qui a commandé deux machines. Donc je pense que si les machines de Dalal Diam arrivaient en premier, on pourrait donner un à Le Dantec en attendant. La prise en charge des malades du cancer, un problème réel au Sénégal. Le membre du conseil d'administration de l'hôpital Aristide Le Dantec réclame des solutions urgentes. C'est des gens qui souffrent et qui sont dans des situations désespérées. Donc je pense que le gouvernement devrait, à l'occasion de cet événement-là, revoir de façon approfondie, de façon beaucoup plus humaine, la condition de ces malades et leur prise en charge. Nous avons appris qu'il y a 3 malades déjà qui ont été évacués, mais 3 malades seulement, c'est pas beaucoup. Donc il faudrait que l'État mette beaucoup plus de moyens et fasse preuve de beaucoup plus de diligence pour que ça aille plus vite. Après le gouvernement, les bonnes volontés sont appelées à la mobilisation pour évacuer plus de malades.
Le ministère de la Santé et de l'Action sociale l'assure, de nombreuses régions manquent d'infirmiers, de sages-femmes et de médecins. En visite dans le sud du pays, Awa Marie Kolsek a annoncé la mise en place d'un projet de recrutement massif de personnel dans le domaine de la santé. Un projet qui concerne toutes les régions du Sénégal, excepté celles de Dakar et de Thiès, où les effectifs sont jugés suffisants. Abdoulaye Diallo. En guise de réponse à une doléance des populations de la région de Kolda en matière de santé, Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Awa Marie Kolsek, dit ceci. Et nous allons continuer à augmenter les sages-femmes, augmenter les infirmiers. Nous augmenterons également les médecins, car les médecins de district vont être doublés. Et au niveau ou une sage-femme, partout où il y avait des agents communautaires payés par la communauté, mais qui jouaient le rôle d'infirmiers chefs de poste, ces personnes seront recrutées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mais c'est un projet que nous faisons dans tout le Sénégal, sauf la région de Thiès et de Dakar, car nous pensons qu'il y a moins de problèmes dans ces régions. Déclaration tenue à l'occasion de la cérémonie de lancement de nouveaux projets de santé mis en œuvre à Kolda par Ademas Wing. Il s'agit d'améliorer l'accès aux services de santé dans des zones insuffisamment couvertes, ceci à travers une clinique mobile. Tout ce qui se fera dans les structures mobiles, c'est ce qu'on peut faire dans les postes de santé ou les centres de santé. Mais ces structures mobiles vont aller vers les populations, au niveau des loums, au niveau des villages. Et je sais que cela va apporter un grand changement dans le système de santé. Selon Madame le ministre, l'équipe de la dite clinique mobile va travailler en collaboration avec l'équipe cadre du district, mais également avec les ICP et les sages-femmes en service au niveau des postes de santé. Nouvelles opportunités économiques, le tout numérique, les métiers de l'avenir. Voici le thème de la 16e édition du Forum du Premier Emploi pour le mouvement des entreprises du Sénégal. Il est important pour les jeunes d'être correctement formés et ce, à travers une formation spécialisée. Alors qu'il présidait la cérémonie d'ouverture du Forum du Premier Emploi, le Premier ministre a annoncé que 20 milliards de francs CFA seront débloqués pour la mise en place de formation pour les jeunes. Dissa Prera et Mardien. Cela fait 16 ans que le mouvement des entreprises du Sénégal organise le Forum du Premier Emploi, une rencontre annuelle devenue une institution face au chômage qui mène le monde. Le MEDES essaie d'imaginer des solutions alternatives, des solutions pour aider les jeunes à trouver un emploi. Une tâche qui est loin d'être facile dans un pays où 45% des demandeurs d'emploi n'ont pas de formation adéquate. De l'avis de Mbagnick Diop, l'État ne peut pas embaucher tout le monde, c'est pourquoi le secteur privé doit absorber les jeunes dans le monde du travail. Venu présider l'ouverture de cette 16e édition, le Premier ministre a rappelé la nécessité de l'adéquation formation-emploi. Mohamed Boun Abdallah Dionne est revenu sur les mesures prises par son gouvernement pour assurer l'emploi des jeunes. D'ici 2018, ce sont 20 milliards de francs CFA qui sont prévus pour la formation à courte durée de ces jeunes. Premièrement, l'implantation d'un modèle de formation professionnelle duale dans certains secteurs, notamment l'hôtellerie. Modèle qui, à terme, sera porté totalement par les 7 nouveaux lycées professionnels qui sont prévus dans le cadre du plan Sénégal émergent, dont celui de Sandiara, mais aussi de Fatick, qui sont en cours de construction avancée. Et je voudrais vraiment demander aux jeunes qui ont des formations de généralistes de se spécialiser davantage. Deuxième point de réforme, la mise en œuvre de formations qualifiantes de courte durée, que j'évoquais tout à l'heure, assortie d'un diplôme de certificat de spécialité, à l'initiative de tout établissement de formation professionnelle. Nouvelle opportunité économique, le tout numérique, les métiers de l'avenir, c'est le thème de cette 16e édition du premier Forum de l'emploi du mouvement des entreprises du Sénégal. 9e édition du Festival des ondes d'intégration. L'événement s'est déroulé à Diawara, dans le département de Bakel, avec notre correspondant Moussa Oumargueil. Retour sur l'événement organisé par la radio communautaire Dida FM.
De la berge du fleuve aux collines, en passant par le stade municipal, Diawara, dans le département de Bakel, a vibré au rythme de la diversité culturelle. Il s'agit en effet du festival des zones d'intégration de la Mauritanie, de la Gambie, du Mali et du Sénégal. L'objectif visé par les concepteurs du festival des zones d'intégration est tout simplement de contribuer aux efforts de nos dirigeants qui ont initié de nombreuses politiques régionales et sous-régionales, mais aussi bilatérales et multinationales, en suscitant modestement, certes mais loyalement, l'intégration par les peuples tout unis. La 9e édition 2017 est placée sous le signe de l'éducation, de l'émergence et du développement. La culture au cœur de l'intégration et de l'émergence, qui sera développée sous le prisme de la problématique culture, tradition et développement, est opportun. Il nous permettra, à coup sûr, de consolider les jalons d'un développement global sous l'angle de l'intégration des peuples par la culture. La communauté des pêcheurs, les cavaliers, les troupes des localités du Gadiaga et du Bundu et des artistes chanteurs ont tour à tour démontré leur talent. C'est le moment de passer à la chronique du JT. Elle pose ce soir le problème de l'éternisation de certains chefs d'État à la tête du pouvoir et d'autres leaders de partis politiques à la tête de formation. Le prétexte, l'opposant congolais Étienne Tshisekedi, resté chef du parti de l'opposition jusqu'à sa mort à l'âge de 84 ans. La chronique du JT, c'est tout de suite, elle est signée Papis Diao. Étienne Tshisekedi, premier docteur en droit dans l'ex-Zaïre, s'est éteint ce mercredi 1er février. Plusieurs fois ministre sous Mobutu, opposant inconditionnel au Kabila, père et fils, sans jamais avoir été vainqueur des nombreuses présidentielles auxquelles il a pris part. Le plus vieux opposant africain en activité s'en est allé à l'âge de 84 ans. 84, c'est son âge, mais 84 ici, c'est un chiffre pour nous dans cette réflexion. Nous sommes sans doute le seul continent où il est envisageable d'avoir des ambitions présidentielles à cet âge. Un continent où il est possible de solliciter la confiance de son peuple pour dessiner et réaliser ses rêves et son avenir à cet même âge. Ceci réactualise la problématique de l'alternance générationnelle ou renouvellement des classes et leadership politique pour certains. La retraite volontaire est comme un blasphème politique. Il y a très souvent 3 cas de figure qui se présentent en Afrique. Premièrement, chef du parti inamovible. Deuxièmement, toujours président de la République. Ou encore, troisièmement, s'accrocher au pouvoir par une manipulation abusive de la Constitution. Si au Sénégal, l'alternance présidentielle est un acquis désormais, elle est en souffrance par contre au niveau des partis politiques. Parmi les exemples illustratifs, le Parti démocratique sénégalais de Wade, l'AFP de Moustapha Niasse, la LD de Bathily ou encore le Parti socialiste de Tanordien qui semble vouloir continuer malgré les menaces d'implosion. Les 84 ans du défunt opposant congolais nous renseignent sur les rapports indescriptibles entre les dirigeants ou politiques africains et les pouvoirs. On éternue au Congo-Brazzaville avec les 30 ans de Sassou Nguesso. Le Cameroun étouffe avec les 30 ans de règne de Paul Biya. Le Burkina Faso vient de sortir de son coma après les 28 ans de Blaise Compaoré, sans oublier le réveil brutal de la Gambie qui met fin à 22 ans de cauchemar sous Djamé. À cela s'ajoutent des cas ridicules, comme celui de Kabila, qui a volontairement refusé d'organiser les élections qui devaient mettre fin à son magistère conformément à la Constitution. L'autre avait raison quand il disait que la démocratie, c'est avant tout un état d'esprit. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Ce soir, l'invité du 20h est le secrétaire exécutif du GODESRIA, le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, fête ses 44 années d'existence. Un entretien avec Mamoudou Ibra Kane que vous pourrez suivre dans un instant. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain 20h pour le journal du soir. Excellent début de week-end et très bonne soirée à toutes et à tous.